Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimoun. Dans la deuxième partie de cette émission, merci à vous d'avoir été des nôtres depuis le début. Merci également à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Ce matin, nous parlons de la presse écrite. La presse écrite qui perd petit à petit de son importance en tant que vecteur principal de l'information. Elle est soumise à une pression croissante pour développer de nouveaux modèles économiques numériques pour compenser justement l'affaiblissement ou la stagnation de ses sources de revenus. Cette presse a eu pourtant un passé glorieux. En Guinée, comment la presse écrite a façonné le quotidien du peuple. Un siècle de journaux en Guinée. Histoire de la presse écrite de la période coloniale à nos jours. C'est le titre d'un ouvrage en 3 tomes édité en 2020 chez Harmattan Guinée. Il est signé de Mamadou Dinde Diallo. Nous l'avons dans ce studio avec lui. Nous débattrons de ce qui a été la presse écrite en Guinée depuis les années 1920 à 2010. N'oubliez pas, vous aurez la possibilité de vous prononcer. On parle de Covid-19. Le nombre de nouveaux cas augmente. La Guinée fait partie des 24 pays en Afrique où les chiffres de contamination sont en hausse. Le variant Delta fait beaucoup de victimes, surtout chez les jeunes. La vaccination demeure la seule solution, mais en attendant, il y a les gestes barrières. Comment vous abordez cette question dans votre communauté, dans le quartier, au sein de la famille? Nous en parlons et surtout, quelles sont vos propositions pour l'équipe dirigeante ou le comité de gestion de la crise? Vous aurez la possibilité de vous prononcer au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Avant donc de partir avec notre invité ici dans le studio, je vais vous lire quelques réactions de nos tutos qui nous ont envoyé quelques réactions. Donc il y a Youssef Kaba qui écrit ceci: avant d'encourager les citoyens à se faire vacciner, il faudrait que le stock soit suffisant. Avec un stock insuffisant pour vacciner 10% de la population, on ne peut pas espérer grand-chose. Le couvre-feu à 22h est inopportun et contribue à augmenter les risques d'accident. Boubacar Seleyabe Diallo, ce n'est pas que la population ne veut pas se faire vacciner, mais la façon de gérer cette maladie dans ce pays a fait que la population n'y croit plus. On ne peut pas comprendre que la maladie se promène que la nuit pendant que les gens vaguent librement à leur activité la journée. Il y a Habib So qui note ceci: nous assistons à ce dernier temps à l'envahissement des donzos dans nos mines d'or et le dernier cas en date était à Siguiris. Cependant, je me pose la question de savoir qu'est-ce que les donzos savent faire dans le maintien de l'ordre que les gendarmes ne savent pas faire. Il y a Ibrahima Souri Kouyaté. La réticence vaccinale est aujourd'hui un véritable frein dans la lutte contre la Covid, surtout au niveau des jeunes qui doutent de l'existence de cette maladie. Il faut une vraie campagne de sensibilisation pour convaincre la population sur le bien fondé de la chose. On continue avec Seikoumar Bolé. Bonjour Espace. Je pense qu'à cette allure, les nouvelles variantes du Covid-19 nous font peur, mais si rien n'est fait, c'est que ce couvre-feu de 22h fera plus de victimes. Vivement les vaccinations, vu la manière dont ils sont venus, ils méritent cette forme d'expulsion du territoire de Gawal. Là, il parle des donzos. Une réaction pour 2 sujets. Bonjour Mafoudia, d'Italie, que moi je suis pas d'accord avec lui. Aucun droit n'a été lésé dans ce cas. Leur objectif est différent de ce qu'il dit lui. À leur arrivée, ils avaient annoncé d'être venus sécuriser les sites qui n'est pas leur travail. Ils doivent donc partir. Une dernière réaction, c'est de Noumou qui dit: bonjour, je ne sais pas si la place des donzos c'est dans l'exploitation de l'or ou dans la forêt. Le préfet a tout à fait raison de prendre cette décision. S'ils trouvent leur présence dans sa zone comme une menace, ils n'ont qu'à quitter la ville. C'était donc la toute dernière réaction du jour et cette émission se poursuit ici à présent avec notre invité qui est là avec nous. Bonjour monsieur Mamadou Dinde Diallo, c'est cela, je prononce bien? Docteur Dinde Diallo, d'accord. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors pour la première question, Mohamed Ali. Docteur, bonjour. Bonjour. Je vous dis bonjour parce que ça fait longtemps qu'on devrait se retrouver dans une même émission. J'ai été émerveillé par les documents que vous avez commencé depuis le début de l'écriture jusqu'à la publication. La première question, c'est pourquoi avez-vous accepté de vous intéresser à l'histoire de la presse en Guinée? Une très bonne question. C'est à la fois lié à moi-même, de façon personnelle, mais également, c'est pour combler un vide. Moi, je suis revenu en Guinée en 1996
Et à mon retour en Guinée, j'ai commencé à faire du journalisme. Et nous avons été des journalistes freelance. Nous avons travaillé avec les journaux de l'époque. Il s'agissait de l'Indépendant, il s'agissait de l'Inx, il s'agissait de l'Œil. Alors, ce virus m'a piqué là, pour parler comme aujourd'hui le virus. Alors, ensuite, j'ai repris les études à l'université et j'ai fait l'histoire. Et quand je faisais le master, j'ai regardé, j'ai vu que l'histoire de la presse guinéenne n'est pas connue. Et puisque j'étais déjà dans le milieu, j'avais déjà mes rentrées, je suis que je pouvais, n'est-ce pas, percer et je pouvais également combler un vide. Donc au master, j'ai parlé de Lynx, j'ai fait une étude sur le Lynx pour voir comment un journal satirique pouvait-il exister dans un régime aussi autoritaire que celui qu'on connaissait. J'ai été inspiré par cela par ma directrice de recherche qui est de l'Université de Toulouse. Je vais parler du professeur Sophie Deluc. Et après, à la thèse, lorsque j'ai eu le master, j'ai eu la bourse française pour aller faire la thèse à l'Université de Toulouse. Et donc, nous avons élargi le thème pour en faire l'histoire de la presse écrite guinéenne, des origines jusqu'en 2020. D'accord. Alors, si je peux toujours continuer. Vas-y. L'histoire n'était pas, l'histoire n'était pas écrite au départ, donc il n'y avait aucune documentation. Vous n'avez pas simplement commencé en 92, lors de la libéralisation avec les presses privées et tout ça. Vous avez commencé depuis 1920. Comment êtes-vous arrivé à recueillir des informations et en faire un écrit? J'estime que c'est un travail assez périlleux. Oui, ouais. Mais vous en êtes sorti. Comment vous êtes arrivé à... Oui, c'est le secret de la recherche. C'est la méthodologie de l'historien. Et il faut aller, n'est-ce pas, à la source, c'est-à-dire les bibliothèques, les archives. Et j'avoue que j'ai fait les archives de la Guinée ici, mais aussi les archives en France, la Bibliothèque nationale de France, les archives d'Aix-en-Provence, et puis quelques journaux de la place, et puis disons des archives personnelles. Et puis tout ça, ça ne suffisait pas, il fallait également parler avec les gens. Il fallait donc compléter le manque par l'oralité. Alors c'est tout ça qui a été concocté, comme le disait un peu mon professeur, le professeur Bano Bari. Lorsqu'on fait de la recherche, c'est comme une femme qui cuisine. Elle met un peu d'ingrédients, de tous les ingrédients, et puis elle mélange et goûte. Si c'est bon, c'est bon. Donc il a fallu aller puiser ça et là, partout. Et s'inspirer également des travaux des autres, ce que les autres ont fait avant moi. Je vais parler de Souley Tiangel. Souley Tiangel a fait un travail monumental sur... le même Souleymane Tiangel? Oui. Maintenant là? Oui. Oh, d'accord. Souleymane Tiangel a fait... Il faut rappeler qu'il est docteur aussi. Hein. Oui, donc il m'a beaucoup inspiré. Mais lui, c'était cantonné sur la caricature, sur le lynx. Et donc, même moi, je suis allé plus loin que lui. Et je n'ai pas seulement fait la caricature, je suis allé plus loin que ça. Alors, avant de parler du livre, dans la recherche, au niveau des archives, dites-nous où est-ce que ça vous a été plus facile d'en trouver? Est-ce en Guinée ou hors du pays? Hors du pays. Nos archives sont en lambeaux. Notre archive nationale n'existe que de nous. J'allais demander justement, elle n'existe pas, c'est ça. Ça n'existe elle existe, que mais de elle nom. n'est pas performante. Elle n'est pas du tout bien tenue. Mais ce qui est vraiment paradoxal, ce qui ne se trouve pas ici se trouve vraiment en France. J'ai été bloqué pendant près d'1 an pour chercher une preuve de quelque chose que j'avais avancé dans ma recherche et je ne l'ai pas eu. C'est en France, à la BNF, que je l'ai eu. Le journal Horea, tel qu'il est sorti. Parce qu'au départ, il s'appelait Liberté, pendant, n'est-ce pas, la période coloniale. Il est devenu Horea à l'indépendance. De la période où il était Liberté jusqu'à la fin des années 90, toute la collection se trouve à la BNF. Mais vous ne pouvez pas la voir si vous le prenez, c'est comme le Coran. C'est comme le Coran. On vous le donne comme le Coran. On vous le donne comme la Bible. Et une fois, j'ai travaillé, j'ai plié la page parce qu'il faisait tard. Il fallait que je rentre, il était 22h pour que l'année je puisse venir. Quand je suis revenu, j'ai trouvé qu'on l'a prise. On l'a envoyé, n'est-ce pas, à l'atelier pour la réparation. Parce que simplement, j'ai plié une page. Et j'ai photocopié une page à 13 €. S'il vous plaît. Ça veut dire que quand je suis revenu, j'ai dit, n'est-ce pas, à celui qui est aux archives nationales, j'ai dit, vous êtes assis sur une mine d'or qui pouvait rapporter de l'argent. Et j'ai constaté que les Européens viennent photographier, scanner, à longueur de journée, banalement, sans rien payer, alors qu'une page... 13 €, ça fait aujourd'hui quelque chose de 130 000. 130 000. Une page. Une page.
Et ça aussi, s'il vous plaît, c'est pas à vous que le faites. Vous demandez et on vous l'envoie là où vous êtes. Vous donnez votre adresse. C'est en France, tout le monde a une adresse. On vous l'envoie à votre adresse et vous payez. Donc voilà. Alors, la presse en 1920, vous avez travaillé là-dessus. C'était vraiment la presse dans vos recherches? Merci beaucoup. Je disais dans l'un de mes titres que c'était une affaire de colons pour les colons. En fait, la presse est rentrée en Afrique en suivant le colon. Et il n'avait pas envoyé pour que l'Africain s'en serve. L'Africain ne devait même pas avoir accès. L'Africain a eu accès à cela qu'en 1946, après, n'est-ce pas, le congrès de Brazzaville, lorsque le général de Gaulle a fait appel aux Africains pour venir aider la France à combattre le nazisme et a promis la liberté à la fin de la guerre. Et en 1946, il a réuni tous les colons et il a dit que oui, émancipation oui, mais indépendance non. C'est en ce moment qu'il a libéré, n'est-ce pas, que les gens puissent avoir accès aux journaux, accès à faire même des associations comme le syndicat, comme, n'est-ce pas, les partis politiques sont nés en 1946. Alors, c'est en ce moment que les Africains vont s'accaparer de cet outil pour savoir que oui, cet outil est très bon. En tout cas, pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest francophone. Mais l'Afrique de l'Ouest anglophone était déjà en avance. Anglophone était déjà en avance. Okay. Alors, la question que je veux poser avant toi, Théophile, c'est justement quand on parle de la presse, est-ce que vous, dans vos recherches, parce que souvent avec certains enseignants, quand on est sur l'histoire de la presse, il y en a qui remontent, quand il y a le cas spécifique des pays africains, qui remontent à l'oralité. Quand on prend la presse comme vecteur de l'information, l'Afrique qui avait sa manière, pourquoi avoir choisi de démarrer là où il y avait l'écrit ou présenté sous forme européenne? Pourquoi avoir décidé de démarrer là? Est-ce que vous avez eu d'autres éléments sur ce que pouvait être la presse, même si on ne savait pas que c'était comme ça, on l'appelait, mais en Afrique? Oui. Ce sont les journaux. Oui. J'ai parlé des griots qui ont joué le rôle de journalistes. J'ai dit disant que c'était les journalistes au Moyen-Âge, c'est vrai. Parce que c'était les professionnels de la parole. Les journalistes modernes sont des professionnels de la parole. Donc, mais ce n'était pas l'objet de mon étude. L'objet de mon étude, c'était de voir comment la presse écrite est rentrée en Guinée, comment elle a évolué, quelle a été sa contribution pour l'indépendance guinéenne, comment elle s'est comportée après l'indépendance guinéenne. Et parce que ce qui est paradoxal, de la période coloniale, on peut dire qu'il y avait une relative liberté de la presse. Parce que j'ai dénombré 24 journaux qui occupaient l'espace médiatique guinéen, dont 10 étaient pour les partis politiques, 4 étaient pour, n'est-ce pas, le gouvernement, entre parenthèses, et puis il y avait 2 ou 3 qui étaient des journaux d'information générale. Il y avait aussi quelques journaux, n'est-ce pas, liés à la jeunesse, des journaux liés au sport, aux thématiques. N'hésitez pas de rappeler les noms pour les nostalgiques. Oui, pour les nostalgiques, le premier qui a vraiment séduit le Guinéen dans la lutte, c'était Coup de Bambou, phare de Guinée. Et tous ces journaux ont été stoppés net parce que Sékou Touré, qui était, n'est-ce pas, l'acteur principal de ces journaux, était hargneux contre la colonisation et dénonçait, n'est-ce pas, l'administration coloniale. Et à chaque fois, on profitait pour fermer les journaux. Donc la censure a commencé à très longtemps. Alors peut-être on va aller graduellement commencer avec le premier temps. C'est justement, on va aller graduellement. Et un petit rappel, vous avez fait beaucoup d'études, c'est fascinant. Moi j'ai lu votre parcours ici, qu'on a écrit, Kindia, jusqu'en Toulouse. C'est intéressant. On remarque que vous êtes, c'est l'histoire, vous avez même écrit sur l'école militaire, le canal Payaya. Il a enseigné à l'école, ok. Et puis au lycée Yimbaya aussi. Oui. Dans la même lancée, comme Maf le disait, vous avez écrit des histoires et surtout celles de la presse qui nous intéressent. Vous avez fait 3 tomes. 3 tomes, ça veut dire qu'il y a beaucoup à dire. Et vous avez, quand on regarde ces tomes, subdivisés en des périodes. Mohamed Daouda a posé déjà la première période. Alors parlez-nous de ces différentes périodes, peut-être qu'on puisse savoir le contenu. Je vous appelle de avant, pendant le premier régime, le deuxième. Et l'autre deuxième question, c'est où on aura plus été libre parmi tous ces régimes? C'est une bonne question et c'est déjà la quintessence même de mes œuvres. Si j'ai choisi de les périodiser comme ça, c'est pour faciliter la lecture. Et ceux qui sont intéressés par la période coloniale ont un livre, ceux qui sont intéressés par la période
postcolonial, Dans le micro, s'il vous plaît. postcolonial régime de Sékou Touré ont un livre. Et puis, il y a la Renaissance à partir de 90, 91. La libéralisation. normalement 91. Oui. Et la période de transition 84-91. Alors, donc, je fais une histoire chronologique. Je pars donc de la naissance. Le premier journal en Guinée, il s'appelle La Voix de Notre-Dame. Oui. C'est un journal mi-confession, mi-religieux. qui était L'Église fait- catholique. L'Église catholique. Donc, ce journal ne dénonçait pas. Il était là pour, n'est-ce pas, décrire, n'est-ce pas, les conditions de vie des Africains, pour faire connaître les Africains aux Occidentaux. C'était ça. Bon, après, quand il y a eu la relative libéralisation, il y a eu maintenant les partis politiques qui sont créés, les syndicats qui sont créés et qui ont saisi au rebond cet outil. L'outil là n'est pas venu pour aider les Africains à se libérer, mais on l'a retourné contre les Européens. On a retourné l'arme contre eux. Alors, finalement, il y a eu une lutte farouche, et vraiment aussi bien au plan politique, au plan syndical, sur tous les plans, et les journaux ont contribué, parce qu'à l'époque, la radio, il y en avait qu'une, et elle était si naissante, c'était la radio Banane. Et elle ne servait qu'à parler du mouvement de l'arrivée du bateau, pour demander aux planteurs de Koya, de Dubrika, de Kindia, préparez-vous d'envoyer vos bananes. C'était ça, c'est elle qui est devenue la voix de la révolution, c'est elle qui est la RTG actuelle. Bon, je ne me suis pas intéressé à la presse orale, ni à la télévision, parce que c'est un vaste domaine. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait un livre sur la radio et la télé, et j'ai mes étudiants qui sont en train de travailler sur même la naissance de Espace et des autres radios. Ça, c'est notre débat. Alors, en 1958, on est en indépendance, et c'est une indépendance acquise dans la cohésion, dans l'unité nationale. Pour l'unité nationale, pour la création de la nation guinéenne, tous les journaux ont accepté de se fondre dans un seul journal, La Liberté, qui est devenu Horea. Tous les journaux à caractère syndicat sont restés avec la CNTG. Les journaux, n'est-ce pas, de sport, en fait, tout est devenu unitaire. Unitaire. Chaque secteur Chaque secteur avec son journal, mais qui était dirigé des mains de maître, finalement, par le parti, le PDG. Donc, après, les gens ne pourraient plus s'en sortir parce que, avec, n'est-ce pas, les différents problèmes politiques que la Guinée vivait avec la France, s'opposer à la politique, d'alors, tu faisais le droit ipso facto ennemi de la République, et c'est le Cambouaro. Donc, finalement, les gens ont commencé à fuir. Et Souleymane Diallo était là, ils ont commencé à fuir pour aller en Côte d'Ivoire où ils ont allumé Fraternité Matin. Donc, 58-84, le journal est étatique, gouvernemental. Étatique, gouvernemental. Comme les partis dirigé, politiques. Comme tous les partis politiques ont cédé. Rester simplement. Le parti unique et le journal unique. Voilà. Il n'y a pas de décret qu'il a fait, mais ça a été dans les faits. Dans les faits. Bon, 84, la mort de Sékou Touré. 84-91, période de transition. Les militaires ont dit méfiez-vous des journaux. Ça risque de déchirer le tissu social. Et puis, dans le sillage, n'est-ce pas, des mouvements qui sont nés à la suite de la chute du mur de Berlin, toute l'Afrique s'est mise en branle pour demander... La conférence de Bâle. Exactement. D'abord, après, effectivement, après la conférence de Bâle, on a imposé la démocratisation. Et dans le sillage de la démocratie, il y a eu le multipartisme, il y a eu la libération de la presse. Et en Guinée, 2 lois ont été prises. La loi L005 et la loi L006. L005 et L006 qui ont permis de créer, n'est-ce pas, la libération de la presse, mais également le CNC. Le CNC. Conseil de communication, qui est devenu aujourd'hui la HAC. Bon, donc les journaux sont nés dans ce sillage. Beaucoup de journaux, et c'est pourquoi j'ai appelé ça le printemps de la presse. On ne dénombre pas aujourd'hui combien de journaux nous avons. D'accord. Alors, moi, on va revenir un peu avec les journaux que vous avez cités, le coup de bambou, et Phare de Guinée. Est-ce que leur fermeture était-elle liée à la suprématie de Sékou Touré, ou tout simplement ces journaux avaient atteint leur objectif qui était celui d'accéder à l'indépendance? Bon, là, la question n'est pas la même.
Coup de bambou, phare de Guinée ont été supprimés par le colon. D'accord. Ça, c'est bon. Censure. C'est la censure. Maintenant, à l'indépendance, les partis politiques qui avaient leurs journaux, etc., se sont fusionnés. C'est une fusion personnelle, volontaire, au nom de l'unité nationale. Au nom de l'unité nationale. Pour construire une Guinée unie. C'était ça au début. Mais après 2 ans, 3 ans, on a vu qu'on ne pouvait plus s'en sortir. On est rentré librement, mais sortir n'était plus possible. C'était l'enfermement. Donc voilà ce qui est arrivé. Et au départ, ils ont dit, écoutez, nous avons besoin d'unité. Mais quand, à un moment donné, ils ont voulu critiquer, il n'y a pas eu de réaction positive. Je prends le cas de petit Mamadou Touré, qui a vu dans la Constitution qu'il était libre pour tout Guinéen de créer son parti politique. C'est lorsqu'il a voulu créer son parti politique, en respectant la Constitution, qu'il a été arrêté comme comploteur. Et il est mort au Cambouarou. Moi, j'ai envie de comprendre, docteur. Vous avez parlé de la presse pendant la colonisation, après la colonisation et jusqu'aux événements de 84. Est-ce qu'on pouvait dire que la presse à l'époque de la colonisation, c'est-à-dire Bambou et Coup de Bambou et Phare de Guinée, c'était de la presse professionnelle? Ah, une bonne question. Oui, il n'y avait pas de journalistes professionnels à l'époque. Non. C'était des instituteurs. C'était des auxiliaires de l'administration, mais qui avaient un devoir. C'était plus un devoir pour eux que, n'est-ce pas, de métier. C'était pas des professionnels. Il n'y avait aucun journaliste formé. Non. Il y a un monsieur qui était un instituteur qui s'appelait Mamadou Traoré, qui se faisait appeler Réotra. Et j'ai eu la chance de connaître son fils, qui est encore journaliste. Voilà, qui a retrouvé les œuvres de son papa, qui attend aujourd'hui de les mettre en valeur, parce qu'on a discuté. J'ai dit, mais il y a une mine d'or comme ça. Et je n'étais pas connu à temps, sinon j'allais exploiter tout ça. Alors, c'était vraiment des instituteurs. Vous avez vu, même le gouvernement était formé à 90% des instituteurs. C'était des auxiliaires d'administration. Et la professionnalisation est venue plus tard. Même les premiers journalistes qui étaient à Horea ou bien à la Voix de la Révolution. Foniké. Voilà, Foniké, c'était le journal de la jeunesse, ou bien Sofa, le journal des militaires. C'était fait par les militants. C'était des militants, c'était des gens qu'on voyait, on dit, il a l'art d'écrire, il a l'art de parler, on le prend, et puis on a fait un studio école à la Voix de la Révolution pour se donner le B.A.B.A. Mais sinon, ce n'était pas le journaliste professionnel. Le premier journaliste professionnel en Guinée, c'est Yacine Diallo. Qui est parti à l'école de journalisme. La HAC. C'est le premier. Et c'était en quelle année pour ça? Et il n'est pas dans les années 80. Les années 80. Oui. Alors, dans l'histoire de la presse guinéenne, on identifie 2 périodes comme étant le point de départ de la liberté de la presse. On parle souvent de 91. Après l'institution dans la Constitution de 90, on disait que les citoyens étaient libres de créer... la liberté d'expression était consacrée. Oui. Vous avez rappelé les lois. Oui. Mais d'autres parlent aussi de l'après-régime, justement, donc de 2005, ou plutôt avant l'après-régime compté, donc à partir de 2005 où on a libéralisé les ondes, les radios, les télévisions privées, et ainsi de suite. Ils parlent véritablement du vrai point de départ de la liberté d'expression à travers les médias. Vous qui avez fait une étude là-dessus, est-ce qu'il y a une période antérieure à cela où, à quel moment peut-on considérer exactement qu'on a atteint le point de la liberté d'expression, effectivement? Bon, la liberté n'est jamais acquise. C'est un idéal. C'est un idéal. C'est un combat continu. On peut avoir des périodes charnières. Évidemment, 1991 est une période charnière. À l'époque, on avait peur de la radio, de la télé. On ne voulait pas libéraliser la radio et la télé. Parce que on sait que la population est en grande majorité analphabète. On se disait que en libéralisant la presse écrite, c'était moindre mal. Il n'y a qu'une infime partie de la population qui sait lire. Donc l'impact ne sera pas comme si c'était la radio. Aujourd'hui, la radio a un impact plus grand même que la télé. Tout le monde n'a pas la télé, mais tout le monde a la radio. C'est plus facile d'accès. Plus facile d'accès. Donc, évidemment, c'est un très grand pas que, n'est-ce pas, 2005, on puisse libéraliser la presse. Et là, il faut rendre hommage à ce ministre de l'Enseignement supérieur, Bakar Silla. C'est à son temps qu'on a libéralisé les ondes.
c'est son temps que la première licence d'une radio a été donnée. Et c'était Nostalgie, la première radio à émettre. Ici, c'est la radio Nostalgie. C'était en août 2006. Alors, s'agissant toujours de la presse écrite, je voudrais bien qu'on aborde la question des sources de revenus de l'époque coloniale à 2010, en fait, votre tranche d'études. Dites-nous comment on gérait les sources de revenus, comment ça se passait en réalité? C'est le goulot d'écrasement de la presse écrite. Si elle se meurt aujourd'hui, c'est à cause de ça. La presse a eu toujours des difficultés de financement. Lorsqu'elle était une presse militante, c'était le parti qui finançait, c'était les militants qui finançaient. Et à l'époque, à l'imprimerie, on les empêchait même d'avoir accès à l'imprimerie ici. Il fallait sortir pour aller à l'extérieur, pour aller imprimer ces journaux et les envoyer. Bon, alors, la mévente. Quand c'était la presse partisane, on envoyait dans les bases et on demandait aux militants d'acheter. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une presse partisane. Et c'est la liberté d'achat. Et finalement, vous avez vu que peu achètent. Alors, pendant la période coloniale, comment on distribuait? Bien, la distribution, comme je le disais, hein, ça passait par le circuit des partis politiques ou du syndicat. Pendant la période coloniale. Pendant la période coloniale. Okay. Voilà. Et donc, on faisait en sorte qu'on faisait des lectures même communes, des lectures publiques, pour que le grand public puisse entendre. Parce qu'à l'époque, si aujourd'hui on dit qu'il y a peu d'intellectuels, comparé à l'époque coloniale, combien il y en avait. Donc, on n'existait pas beaucoup aussi. Hein. C'était maximum 200, 300, 400 qui sortaient. Mais ça suffisait pour le pays. Et même ça, c'était acheté par les militants. Il y en a qui achetaient simplement parce que c'est pour faire vivre le parti et non pas parce qu'ils pouvaient lire. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de comprendre. Le régime auquel il était reproché d'être un régime autoritaire a quand même connu le Lynx, ce journal satirique qui lui a surnommé Fori Coco et qui faisait des caricatures assez reprochables. Qui était une première en Guinée. Voilà, le Lynx. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la presse vivait sous pression sous l'époque de Conté? Ça a été l'une de mes remarques, c'est que toutes les grandes libertés ont été données par des militaires. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Et la liberté, d'abord, des partis politiques a été donnée par le général Lansana Conté. La liberté de la presse, qu'elle soit écrite ou orale ou audiovisuelle en général, c'est donné sous le régime de Lansana Conté. Ensuite, le régime transitionnel d'Addis avec Sekouba Konaté, on est parti, on a créé la HAC. On est allé plus loin que la loi qui existait. Bon, c'est paradoxal. On aurait pensé que quand c'est militaire, c'est dur. Et Lansana Conté, il y a eu des arrestations. Comment dirais-je, Suleiman a fait la prison, mais ça n'a pas duré. Il suffisait d'une petite pression, et puis voilà, ils étaient relâchés. Bon, est-ce que c'est la même chose? Les choses évoluent en dents de scie. Donc on peut dire que moi je reviens encore en arrière, vous allez l'accepter, vous êtes historien. Oui. Alors on a parlé du début de la presse, les professionnels. Vous avez, dans vos recherches, vous avez relevé Yacine Diallo comme étant le premier professionnel. Mais quand on regarde un peu le parcours de Yacine, il est quelque part historien. Mais dans l'histoire de la presse professionnelle, on parle également de Portos Diallo, d'Abdoulaye, qui, de très jeune, était quand même allé à des écoles de journalisme. Est-ce que dans vos recherches, vous avez eu accès à cette information? Non, je n'ai pas eu accès à cette information. Bon, parce que l'histoire est large. On ne parle qu'à partir des éléments que nous avons. C'est pourquoi la vérité d'aujourd'hui peut être le mensonge de demain. Et nous, ça ne nous choque pas que dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un vienne pour dire, voilà, ce que Dr Dende avait dit en 2010,
n'est plus d'actualité. Parce qu'on a trouvé d'autres éléments. Et moi, je suis parti des travaux des autres. Ce que les autres ont fait en France, ailleurs. Et je suis parti de leur postulat pour trouver qu'ils avaient des manquements pour pouvoir atteindre ce que j'ai atteint. Mais à ma connaissance, c'était cela. Maintenant, s'il y a d'autres informations, eh bien, ça pourrait s'améliorer avec d'autres chercheurs. Alors, parlons des caractéristiques. Après le colon, on est dans l'indépendance. La presse, elle est utilisée, en tout cas, chacun pour son intérêt. Ceux qui étaient pour l'indépendance acquise, il y a des partis politiques qui naissent. Et on parle de tracts à l'époque, la presse sous toutes ses formes, écrites bien sûr. Parlons du caractère que la presse présentait à l'indépendance, à la libéralisation et aujourd'hui, d'aucuns diraient au libertinage de la presse. Ben oui, la presse durant la période de l'indépendance était une presse encadrée, idéologiquement encadrée. Et l'écrit, la valeur de l'écriture était vraiment extraordinaire. On avait du plaisir à lire parce qu'on apprenait. C'était pas simplement l'information, mais on apprenait même l'orthographe, la grammaire. C'était vraiment des gens qui savaient écrire. Et c'était des éditos. Quand vous les lisez, vous avez la chair de poule. Malheureusement, aujourd'hui, des jeunes se sont incrustés dans ce domaine sans avoir une formation de base solide en français, et parce qu'ils ont peut-être le verbe facile, ou bien parce qu'ils n'ont pas eu d'emploi, ils se sont incrustés. Est-ce qu'on va dire que la presse ces dernières années a un personnel plus jeune? Plus jeune, ça c'est moins professionnel. Ok, et comment vous expliquez cela? Absolument. Oui, écoutez, la recherche de l'emploi a fait que beaucoup se sont jetés dans ce domaine-là. Et les patrons de presse aussi, qui ne payaient pas suffisamment bien, qui utilisaient cette jeunesse qui pouvaient animer leurs journaux sans contrôle. Et il suffisait simplement, n'est-ce pas, de pouvoir alimenter le journal. C'était cela. Et ces jeunes qui n'étaient pas payés, ils se faisaient payer sur le dos des autres en demandant souvent de l'argent. En demandant de l'argent aux personnes. Il arrivait souvent qu'ils soulèvent des dossiers et ils s'appellent à côté de la personne incriminée. J'ai un dossier autour de toi. Si tu ne fais pas ci, on va faire paraître. Et puis voilà. Donc c'était de l'arnaque. De l'arnaque. Théophile, rapidement. Moi, je vois dans les explications, quand on parle de professionnalisme, je pense qu'il y a plus de professionnalisme maintenant qu'avant. Attends, je vais poser la question. Parce que je vais du postulat de ce qu'il a dit. Avant, il n'était pas formé. Il ne savait pas. Non, mais quand tu dis avant, il faudra préciser peut-être à l'époque coloniale. Oui, je parle de cette période. Moi, je pense plus, et c'est là que va intervenir ma question, je pense plutôt, est-ce que ce ne serait pas de nos jours un problème de patriotisme, de déontologie? Est-ce que ce ne serait pas ça, au lieu du fait que ce soit plus du professionnalisme, parce qu'on peut avoir des professionnels, mais qui au fond manquent de patriotisme et de déontologie. Quand vous manquez d'éthique et de déontologie, vous manquez de professionnalisme. Vous n'êtes plus professionnel. Il y a deux niveaux. Il y a la formation académique et puis il y a la morale du journaliste. C'est ce qui en fait un professionnel. Voilà, c'est tout ça qui fait que vous devenez professionnel. Mais maintenant, les gens viennent à l'université avec un niveau très bas. Catastrophique. Ça, c'est le système. Catastrophique, c'est le système. C'est le système. Vous sortez avec une licence en journalisme. Mais ceux qui ne sont pas rédigés, exactement, c'est ça le problème. Donc, sans sorte, mais il n'y a que 2 ou 3 qui excellent. Pour ne pas attaquer l'école de ma cher Mafoudia. Ah oui, l'ISIC, on en est fiers. On en est fiers. Les ISICois, nous sommes produits de l'ISIC et nous en sommes fiers et nous rendons grâce à Bangali Kamara, à Yaya Mamadi Yaya Sissé, à Mamadi Kamara,
à tous qui nous ont encadrés. Et aujourd'hui, nous sommes fiers et nous savons qu'ils sont fiers de nous. De la même université, il y a quand même des gens qui façon, sortent, qui sortent et qui ne peuvent même pas rédiger. C'est partout. On va permettre à l'historien nous dira que les meilleurs journalistes de la Guinée ne sont pas sortis de l'ISIC. Nous sommes tous fiers. Et ne le dira pas. On vous dit félicitations. Oui, en fait, ma question est de savoir, au-delà de cette déontologie dévoyée, si on peut dire ça comme ça, par la jeune génération de journalistes de la Guinée aujourd'hui, est-ce que l'apparition des nouvelles technologies telles que la presse en ligne ne mettent pas en mal par ailleurs cette presse écrite auquel personne ne s'intéresse aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que le contenu de la presse écrite aujourd'hui est transporté directement sur les nouvelles technologies, sur les sites en ligne. Absolument. La presse écrite doit se muer, doit s'adapter aux réalités de l'époque. La presse écrite aujourd'hui ne doit pas être une presse d'information. Elle doit être une presse d'analyse. Et l'information, c'est déjà fini, ça. On a l'instantanéité avec l'Internet. Oui. On a l'instantanéité avec la radio. Vous avez une publicité qui dit, dès l'instant que vous avez une information, balancée, et puis voilà, c'est le direct. Mais la presse écrite ne peut pas le faire. Elle sort souvent de façon hebdomadaire, souvent mensuelle. Même malheureusement ici chez nous ici. Mais quand même, il y a cette différence qu'on a quand même voulu marquer. Oui. On peut beau avoir la radio, on peut beau avoir la télé, aujourd'hui l'internet et tout, mais la presse écrite reste ce qu'elle est. Cette presse qui permet une analyse plus avancée d'une information. Sauf qu'il n'y a pas de journaliste. Vous venez de dire ce qu'il fallait. Oui. C'est qu'elle doit être une presse d'analyse. Ces papiers doivent être des papiers d'analyse, d'approfondissement, d'enquête, aller plus loin, écouter ce qui se dit et aller plus loin que cela par des enquêtes, par des analyses. C'est en ce moment seulement que la presse là va exister. Et même ça, elle doit s'adapter pour prendre, n'est-ce pas, le côté antique aujourd'hui. En presse en ligne, par exemple, il faut avoir aujourd'hui Lynx en papier, avoir Lynx en site, en application, tout ça. Vous avez vu JA, Jeune Afrique aujourd'hui, Le Monde, et puis en Europe aujourd'hui, les presses papier sont devenus des gratuits. Sont devenus des gratuits qu'on met, n'est-ce pas, à la bouche du métro. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en Guinée, les grands titres comme Auréa, comme Indépendant, comme Lynx n'ont pas pu aller vers cette transition? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être qu'il y a beaucoup de problèmes, certainement des problèmes financiers. Je vais le dire comme ça, c'est le problème le plus important. C'est coûteux. L'impression coûte. Ouais. Mais également se transformer aussi en digital. La migration aussi, elle coûtera cher. Alors, parlant d'impression, il y en a qui sont étonnés de savoir qu'avec ce qu'on a comme passé, que la Guinée à date ne puisse pas disposer d'une imprimerie digne de nom, parce que beaucoup sont obligés d'aller au Sénégal et que ça fait beaucoup d'argent. Ouais. Et en Côte d'Ivoire, Fraternité Matin a sa propre imprimerie et c'est des milliers. Au Mali aussi. Oui, c'est des milliers de journaux à la minute. Et là-bas, il y a beaucoup de quotidiens. Mais malheureusement, justement, c'est là où on va permettre à Alphonse de poser sa question, s'il te plaît, Mohamed, s'il te plaît. Alphonse, oui, ta question, s'il te plaît. Ma flèche lui aller d'abord. Ok, vas-y. Je vais vous amener à faire une étude comparative avec, pas la Côte d'Ivoire que vous citez tout le temps, on n'a plus beaucoup de temps. mais avec le Mali. Parce que j'ai été au Mali, j'ai remarqué qu'au Mali, on est plus encore dans la presse papier qui résiste malgré les nouvelles technologies, malgré la télévision et ainsi de suite. Et ils arrivent à quand même informer de par la presse papier. Je ne sais pas si vous avez lorgné de ce côté et nous dire comment est-ce qu'ils arrivent à s'adapter, comment l'élite malienne qui lit arrive à s'adapter. Ouais, c'est d'abord culturel. Hein? C'est d'abord culturel. En Côte d'Ivoire, que je connais bien parce que en Côte d'Ivoire, l'intellectuel se reconnaît par le nom de journaux qu'il a. Le matin, la première chose qu'il fait, c'est d'acheter le journal. Mais ici, c'est pas culturel. La lecture même n'est pas culturelle. C'est le premier mal. Maintenant, après cela, il y a les moyens financiers. Et ces journaux qui sont là-bas ne sont pas souvent pour des individus, c'est des sociétés. Et quand c'est pour un individu, il y a des problèmes. Voyez-vous, aujourd'hui, la radio Lynx est en train de fermer. Parce que c'est pour un individu. Ta question, on ne peut pas. Moi, ma question, c'était surtout cet aspect culturel. En fait, dans des pays sérieux,
le matin, la préoccupation des citoyens, surtout des administrateurs. Rectifie, il faut pas. Dans certains pays. Sinon, la Guinée a eu la plus grande imprimerie de la sous-région, il faut le rappeler. La plus grande imprimerie de la sous-région, c'était en Guinée, Patrice Lumumba. Voilà. C'est radical. Dans certains pays, vous avez cette culture ce matin. Les matins de voir des administrateurs retirer les extraits de journaux pour les lire. Est-ce qu'on peut dire que ici, surtout dans l'administration, les gens ne savent pas lire ou ne s'intéressent pas à la lecture? C'est pourquoi les journaux sont en train de disparaître. Oui, je le disais que c'est culturel. Franchement, la lecture a encore du chemin à faire. C'est pourquoi il faut saluer toutes les luttes qui sont menées pour que les gens... Par les maisons d'édition pour que et les gens s'approprient. Regardez, même cette œuvre que j'ai faite, elle est plus lue à l'extérieur qu'en Guinée. J'ai les statistiques, je vois dans les journaux, dans les bibliothèques françaises, dans pratiquement toutes les bibliothèques universitaires où on parle de sciences sociales et humaines, il y a ce livre qui est acheté. Ça se trouve à l'ISIC? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Va faire la promotion de ça. Il faut envoyer ça là-bas. Et j'ai demandé au ministre de l'Enseignement supérieur vraiment de faire en sorte que les universités guinéennes au moins puissent avoir au moins un lot pour que les étudiants puissent le lire. J'ai parlé avec la directrice de l'ISIG. J'avais voulu même faire la dédicace de ce livre là-bas parce que c'est le milieu qu'il fallait. Bon, ça ne marche pas encore pour voilà. En tout cas, merci docteur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, il s'agit de ces 3 livres. Je ne sais pas si vous allez voir très bien, que vous pouvez retrouver chez Harmattan Guinée. Et on espère que les écoles mettront ces livres dans les bibliothèques. Parce que oui, nos bibliothèques aussi doivent être... on doit pouvoir y trouver l'histoire écrite par les Guinéens, c'est très important en plus de ce qui peut venir d'ailleurs. Le prix en même temps. Le prix en même temps. Le prix, il n'a juste... Les 3 sont à 580. C'est pas cher. En tout cas, surtout que le docteur a dit que, il ne se gêne pas de voir d'autres démentir ce qu'il a dit aujourd'hui. Ça veut dire que lorsque vous lirez, vous comprendrez et vous avez d'autres éléments, ça peut vous amener à écrire aussi. Merci. De toute façon, merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces livres. N'hésitez pas à aller vous en procurer, c'est très important. Allez, dans un instant, on vous donne la parole, chers auditeurs. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. De vous prononcer sur cette crise Covid-19, la Guinée qui fait aujourd'hui partie des 24 pays en Afrique où les chiffres de contamination sont en hausse. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette crise et surtout comment vous l'abordez dans votre communauté aussi. Qu'est-ce que vous proposez en matière de sensibilisation? C'est au 620 28 65 65. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Votre nom, monsieur, vous nous appelez d'où? Allez-y. Moi, je pense que par rapport à ces maladies, c'est catastrophe parce que depuis longtemps, le gouvernement n'a pas pris des maladies à sérieux. Mais moi, je demande aux Guinéens de faire beaucoup attention avec ces maladies. Parce que pour moi, ce qui se passe dans le monde, c'est pas la politique. On doit faire beaucoup attention. Mais la sensibilisation manque. Parce que moi, je viens de quitter à Dingrain. Je vous assure, les gens ne connaissent même pas ce qui se passe par rapport à ces maladies là-bas. Parce que le gouvernement ne sensibilise pas personne. Moi, je demande, comme vous, les médias privés, quand même, vous êtes en train de se battre pour stabiliser les gens. Félicitations à vous. Merci à vous d'être intervenu. Nous partons avec un autre au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Qu'on a malheureusement perdu, qui pourra revenir au 620 28 65 65 ou 620 28 69 69. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Votre nom et vous nous appelez d'où? Allô? Voilà, allô? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Voilà, je voudrais... Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais juste passer un message.
Est-ce que c'est lié au sujet du débat? Sinon, on est obligé de vous lâcher pour permettre à d'autres d'intervenir sur ce sujet, la gestion de cette crise de Covid. Comment vous abordez la question chez vous, dans votre communauté? Allô, bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Bien, merci monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où? Merci beaucoup, c'est Aboubakar Silla, je vous appelle de Afia. Allez-y. Merci beaucoup. Et par rapport à cette coronavirus, vraiment, moi, à mon avis, c'est purement politique. Monsieur Alpha Condé et de son gouvernement a politisé cette coronavirus. Qu'est-ce que vous appelez politiser? Expliquez-nous. Bien, merci madame. Je vais vous dire clairement, le gouvernement n'a pas pris cette maladie au sérieux. Attendez, il ne faut pas peut-être faire l'amalgame. Le fait de ne pas prendre au sérieux et que la maladie soit réelle font deux. Écoutez, je vais vous dire clairement, pendant la journée, vous ne pouvez pas me dire que pendant la journée, il n'y a pas la maladie. C'est pendant la nuit qu'il y a cette maladie. C'est pas vrai. Il faudrait que le gouvernement comprenne une chose. Aujourd'hui, le peuple de Guinée n'a pas besoin de cette politique politicien. Il faut que ces gens la comprennent. On a haché de cette politique politicienne de M. Alpha Condé. Est-ce qu'en attendant, vous savez qu'il y a une maladie qui existe? Est-ce que vous prenez des dispositions? Mais écoutez, madame, bien sûr, il y a certains qui ne veulent pas. Je parle de vous. Est-ce que vous prenez des précautions, vous respectez les gestes barrières? Est-ce que vous songez à vous faire vacciner, par exemple? Madame, moi, je demande à tout le monde d'aller à se vacciner. D'accord. Allez, on va permettre à d'autres de se prononcer. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bokeh, précisément de Kamsa. Allez-y. Vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Mohamed Diaby. Allez-y. Merci alors de me recevoir à l'antenne. C'est à propos de la thématique concernant coronavirus, des mesures barrières. Je pense que les autorités devaient comprendre, surtout les autorités de l'ANS, ils devaient répandre toutes les mesures de barrières contre cette pandémie, surtout vers les régions. Surtout nous à Bokeh, ici, vous savez, c'est une région frontalière. Je pense que le même problème qu'on vit ici, c'est la même dans toutes les régions frontalières aussi. Les mesures barrières, vraiment qu'ils prennent ça au sérieux. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire des regroupements à plus de 50 personnes. Quand on parle de ça, c'est limité à quel niveau seulement, les 50 personnes? Alors, nous sommes intéressés aussi à savoir comment est-ce que vous, au sein de votre famille, de votre communauté, dans le quartier, vous abordez cette question. Est-ce qu'il y a de la sensibilisation? Est-ce qu'il y a le respect des gestes barrières? C'est parce qu'il n'y en a pas. Aucune mesure n'est prise dans les régions, aucune mesure. Je veux parler de vous-même en tant que citoyen. Est-ce que, par exemple, dans votre famille, vous exigez à ce qu'on porte le masque quand on est hors de la maison, ou bien qu'on se lave les mains quotidiennement quand il y a besoin, enfin, quand vous saluez ou quand vous touchez d'autres choses? Est-ce que vous exigez tout ceci vous-même? Dans ma famille, ce n'est pas une famille nombreuse, je vous précise aujourd'hui. Mes deux femmes et mes garçons qui sont là avec moi, on le baptême chacun sur lui. Et je les exige ça à chaque rentrée et sortie, et qu'ils aient ça dans leur sac partout où ils partent. Aujourd'hui, je vais vous dire, au début d'arrivée de cette pandémie, on avait installé des bacs à laver, des trucs partout pour laver les mains et autres, mais tout ça s'est abandonné maintenant. À part les services publics, les services privés, les sociétés. Merci, Monsieur Diaby, pour cette intervention. Nous prenons un dernier auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. On n'a malheureusement pas de... Oui, monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où?
Feliko Maomi, depuis la sous-préfecture de Dieké dans Youmou. Ah, on vous écoute. En fait, la thématique abordée ce matin est très intéressante. Sauf que je souhaiterais que nous rappelons à l'autorité supérieure de prendre les mesures au sérieux. Parce qu'il ne s'agit pas là, alors, de faire la police derrière la population sans pourtant prendre ces mesures à bras le corps. Parce que de par le passé, on a constaté que les gens ont parlé, par exemple, le port obligatoire des bavettes. Mais par endroit, on a constaté que certains, comme on a parlé, n'est-ce pas, des taxes ou alors des amendes à payer pour ceux-là qui ne seront pas munis. Alors, de ces bavettes, alors certains prenaient de l'argent avec les pauvres citoyens, sans pourtant que ces gens-là ne soient munis. Alors, d'accord. Alors, oui, nous sommes d'accord qu'il y a des failles qu'il va falloir corriger. Mais alors, vous, en tant que citoyen, dites-nous comment est-ce que vous aidez à la sensibilisation? Comment est-ce que vous-même vous faites respecter ces gestes barrières avec vous-même, avec la famille? Dieu merci. En fait, ce que je voudrais d'abord rappeler à toute la population guinéenne est qu'il faudrait que nous comprenions que cette histoire de Covid-19 est une réalité. Parce que d'aucuns sont en train de penser que, alors, ce sont des imaginations, ce sont des maladies peut-être quelque part rapportées par le gouvernement. Non, en aucun cas. Il faudrait qu'on accepte de façon générale de reconnaître que vraiment cette maladie, elle est réelle. Merci donc à vous d'être intervenu. C'était le dernier du jour. Et c'est ce qui met fin à cette émission. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. On se retrouve lundi si tout se passe très très bien. Merci donc aux amis. Merci à l'équipe technique ici à la radio et à la télé. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace.